j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. En fait, Seb Melia, tu l'as déjà reçu, hein. Ouais, on va parler de lui. Tout le monde parle de Seb. En fait, en 2011, ouais, c'était ça, 2011, j'étais avec des potes à un spectacle de stand-up, c'était au bordel. Ok. Et j'ai kiffé, j'ai dit putain, ça a l'air cool. Et à l'époque, je crois que j'étais étudiant. Et Seb était là, Seb Melia, donc je lui envoie un message en lui disant yo mec, je t'ai vu ce soir au bordel, c'était très cool, comment on fait pour faire ce métier? Et ce gros con, et j'espère qu'il va écouter ça, il me répond t'as quel âge? Je lui dis 25 ans. Et il me dit ouais, laisse tomber, c'est trop tard. Et moi, tu sais, je me prends pas la tête, je me dis le mec il connaît son job, il sait mieux que moi, donc je dis bah vas-y, c'est pas grave. C'est tout, c'est parti dans ma tête. Et 2 ans plus tard, je retourne au Paname. Et par hasard, avec des potes, on cherchait un plan pas cher parce qu'on avait pas de thunes. Et on s'est retrouvés au Paname. Et mes potes, ils me disent putain, tu devrais essayer, ça a l'air chambé. Je dis ouais. Et donc j'ai perdu 2 ans parce que j'ai démarré vraiment à ce cause jour-là. de Seb Melia. À cause de Seb Melia, j'ai perdu 2 ans. Et pour la petite histoire, le soir qui m'a vraiment donné envie de commencer, c'est ce soir-là au Paname. Et le mec qui m'a donné le plus envie, c'est Fari. Il était là ce soir-là, j'ai dit waouh, il est trop fort lui. Ok. Et genre 6 mois après, je bossais avec lui. Bah oui, alors, ça on va en parler aussi parce que alors déjà Seb Melia du coup qui te conseille de. Il m'a dit que c'était trop tard, ouais. Il t'a dit que c'était trop tard. Ok, du coup t'as quel âge? T'as 25 ans à ce moment-là, tu fais À ce moment-là, j'ai 25 et j'ai démarré qu'à 27. Seb, putain. ok, Seb Melia. Et maintenant, quand il y a des mecs qui m'envoient un message en me disant. Parce qu'on reçoit souvent ce genre de message, ouais, j'aimerais bien me lancer. Je dis fais-le tout de suite. Tout maintenant. Maintenant. Non, mais tu fais bien. Fais-le. Mais ok, du coup, toi tu vois Fari et 6 mois après tu bosses avec. Ouais. Et, parce que Fari faisait déjà ça. Ouais. Et toi aujourd'hui, du coup, tu bosses beaucoup avec Fari. Comment ça s'est fait ce moment où vous vous êtes dit putain, on va bosser ensemble en fait? Bah, très naturellement, en fait, moi, ça faisait à peu près 6 mois que je faisais ça et je travaillais à côté. C'était pas du tout. J'avais aucun plan de carrière sur ça. C'était vraiment, j'avais mon job à côté, je gagnais plutôt correctement ma vie, donc c'était cool. Et c'était vraiment un exutoire après le travail. Et puis un jour, on est au Paname avec un groupe d'humour, je crois qu'il y avait Hakim Omiri, peut-être Hakim Jimili, bref, on était 4-5 comme ça à discuter. Et Fari, que je connaissais, mais pas tant que ça, on se disait bonjour, c'est tout. Okay. On avait vraiment jamais discuté. On est 5 autour de la table, on discute comme ça. Et le soir, il m'envoie un message sur Facebook, parce que j'avais même pas son numéro. Et il me dit écoute, moi je cherche quelqu'un pour écrire avec moi. J'avais jamais écrit, je savais même pas comment on faisait ça. Okay. Et il me dit, il a été honnête, il me dit j'ai déjà essayé quelques personnes, ça a pas collé, donc on essaye, on voit ce que ça donne. Ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Et je crois qu'on a eu un coup de foudre artistique parce que dès notre première session de travail, ça a grave accroché. Puis depuis, je crois qu'on se voit tous les jours. Hein. Ah ouais, d'accord, ok. Vous abordez ça comment? C'est pas en mode allez, enfin, tu sais, vous discutez, vous échangez des points de vue, ça discute plus que ça écrit, ou comment ça se passe? Enfin, vous avez une dynamique, ce que je vous imagine pas, tu vois, par exemple, il donne un texte et vous parlez pas, et tiens, vas-y, non, enfin, tu vois, genre, voilà, c'est ça, c'est bien ni sûr. avec lui, ni avec quelqu'un d'autre, je bosserai jamais comme ça. Bien sûr, voilà. Bah, la chance qu'on a, c'est qu'on est devenus amis. Ok, ouais. Ce qui fait qu'on est vraiment tout le temps ensemble et on n'a jamais l'impression de bosser. Je bosse pas avec Fari en fait. On est juste potes, et puis il y a des fois, on se raconte des trucs marrants. Vous arrivez à des trucs, par exemple, tu vois, genre je voulais en parler, tu vois, genre typiquement sur le traitement de l'actualité aujourd'hui avec le stand-up. Moi j'ai un peu peur, j'en parlais dans l'épisode juste avant, j'ai un peu peur qu'il y ait un espèce de mélange stand-up chronique qui se fasse là en ce moment, tu vois, le côté on rebondit sur tout et puis on pense que tout est drôle. Et typiquement, dans les très bons passages de stand-up sur l'actualité que j'ai vu récemment, c'est Fari qui parle au FUP, Coolest Monkey in the Jungle, et du coup, ça c'est toi, je te vois pas trop faire d'actu. Je pense que tu parles plus de stand-up comme moi, en mode c'est des petits moments de ta vie, en anglais, etc. Et du coup, est-ce que par exemple, ce passage-là, tu l'as aidé à travailler avec Fari, par exemple? En fait, Fari travaille beaucoup seul. Ok. Fari travaille beaucoup seul. C'est quelqu'un qui écrit beaucoup et qui est vraiment qui a vraiment des idées qui lui sont propres. Et moi, je suis vraiment là pour regarder ce qu'il fait et dire là tu pourrais faire ça, là tu pourrais faire ça, là tu pourrais ajouter ça. Mais tu sais, je suis vraiment le sel à la fin, tu vois. C'est vraiment ça. Et une petite question rapide juste sur cette dynamique. Est-ce qu'il y a parfois tu as une blague que tu vas trouver qui pourrait aller avec lui, mais tu dis non, en fait je vais la garder celle-là? Non, jamais. Parce que ce qui va dans sa voix, ça irait pas dans la tienne, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, moi, je vais pas être prétentieux, mais pour moi, la différence entre un auteur et un bon auteur, un auteur, c'est quelqu'un qui va trouver des blagues. Un bon auteur, c'est qui va trouver des blagues pour quelqu'un. Oui, voilà. Donc, ils sont adaptés à la personne. Ouais. J'ai un exemple tout con. J'étais chez moi il y a 3-4 jours, un soir, et j'écrivais tout seul chez moi. Et j'ai pensé à une blague pour moi. Et je me suis dit, mais c'est pas moi, en fait. Tu sais, et du coup, j'ai appelé Farid, j'ai une blague pour toi. Et c'est tout. Je te l'ai dit, si tu veux. Vas-y, évidemment. En fait,
La blague c'était. Ouais, c'était ça. Je parlais de la notoriété. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je suis pas connu. Merde. Et je me suis dit, bah pourquoi je vais écrire ça? Et la blague, c'est tout con, c'est dire. Mais en fait, c'est marrant parce que justement, la blague, c'était ça. C'était de parler de la notoriété qui n'en est pas. Ok. Mais je suis même pas assez connu pour ça. La blague, c'est juste de dire, donc il y a Rami Mafari, de dire je suis connu, mais faut rajouter quelque chose. Du genre, si quelqu'un dit, tu vois, Fari, le mec avec les dreads, ah ok. Okay, tu vois, ça. alors que Gad, c'est Gad. Gad, j'ai même pas besoin de dire son nom en entier. C'est très drôle. Tu vois? Ouais, c'est très drôle. C'est très drôle. Et du coup, toi, c'était quoi que t'avais trouvé pour toi, Jason Brokers, le mec qui. Le mec qui rit rien. Parce que même si on rajoute un truc, non, je vois C'est toujours dans la pas. construction de la blague, tu t'es dit en fait non, ça va pas. Ok. Et du coup, c'est marrant que tu parles de la notoriété. T'as un plan à un moment donné de carrière entre guillemets. Enfin, t'as des objectifs, t'as envie d'avancer dans les trucs ou tu t'avances un peu au feeling au jour le jour? Ouais, bah en fait, moi, comme c'était pas un rêve de gosse, j'ai pas démarré ma carrière en disant je vais faire un truc. Non, je me suis vraiment laissé aller et tout ce qui m'arrive m'est tombé dessus. Et du coup, j'ai envie de rester comme ça. J'ai envie de prendre les choses comme elles viennent et de me dire écoute, si ça s'arrête, ça s'arrête. Ça continue. Mais pour moi, c'est le meilleur moyen de. Bah pour moi, c'est le meilleur moyen de pas finir aigri, tu vois. Ouais, t'as raison. Parce que l'aigreur, elle arrive quand t'espères plein de choses qui n'arrivent pas. Ouais, c'est vrai. Et moi, comme j'espère rien, bah tout ce qui vient, c'est du bonus en fait. Mais vraiment, je te jure que c'est. Ouais, c'est un peu penser un peu à la blague de Siké qui dit pour être content de son corps, il suffit de vouloir un corps de merde. Genre c'est un peu ça quoi. Genre ok. Ça. Il y a ce côté de en fait ouais ça arrive, ouais ce qui arrive. Bah ouais mais parce que quand même tu vois je pense qu'on a un parcours un peu similaire sur le côté être passionné par cette discipline tard, avoir fait une école de commerce, avoir eu un boulot avant, un ou deux boulots avant, et finalement ça tombe dessus. Mais il y a quand même ce côté parfois moi j'essaie de penser un peu comme toi en mode ça va aller et puis chill. Mais parfois quand même t'es dans le milieu que t'aimes, mine de rien, même si c'est une passion tardive, ça reste une passion moi qu'aujourd'hui est forte et enfin limite plus forte que le foot, plus forte que beaucoup de choses. Mais quoi. si t'as pas ça, voilà. Mais du coup c'est dur parfois de prendre ce recul. J'ai l'impression d'être faux quand je prends ce recul, tu vois, en me disant arrête de faire semblant que t'es chill, en vrai t'es hyper excité par ce qui t'arrive. Tu vois ce que je veux dire? Non mais en fait moi je suis un peu un tricheur parce que je suis comme toi, moi je suis tombé dedans et je suis tombé amoureux de cette discipline et je suis tellement amoureux de mon travail. Moi comme je dis toujours à mes potes, le jour où ça marche pas, je fais SDF, je ferai jamais autre chose. Ouais, voilà, ouais, et la chance que j'ai, c'est que j'écris pas mal et je sais que même si j'arrête la scène, j'arriverai toujours à m'en sortir dans ce milieu-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, je vois ce que tu veux dire. Fais pas trop, tu vois. Moi, ce qui m'a tout de suite fait prendre conscience que c'était sérieux, c'était le côté. Enfin, j'ai commencé à écrire pour What the Fuck France et du coup, j'ai eu des cachets d'auteur et c'est là où j'ai vu que je pouvais gagner de la thune autrement. Et c'est vrai que c'est assez marrant parce que toi, c'est à peu près pareil. T'as quitté ton boulot. Après, entre guillemets, enfin ça n'a pas été sérieux tout de suite. À quel moment tu as eu le tournant? Est-ce que c'est un passage de stand-up? Est-ce que c'est une soirée, le moment où tu t'es dit ok là je switch de c'était un loisir avec mon boulot à c'est mon boulot quoi? Il y a eu ce moment où tu t'es dit wow, ok. Bah en fait je t'ai dit j'avais un job où je gagnais assez correctement ma vie et du coup en fait à un moment tu te rends compte que si tu veux réussir dans ce milieu il faut être à fond. Si tu fais autre chose tu n'y arriveras pas. Donc j'ai arrêté de travailler, j'ai fait une rupture conventionnelle, mon boss il était super conciliant. Et donc j'avais un chômage assez cool, je crois que j'étais à 1007 de chômage. Donc ça va, tu vois. Et en fait j'avais à peu près 1 an de chômage. Et moi ce que je m'étais dit écoute, j'ai 1 an avec 1007 par mois, je suis bien. C'est ouf. Mais si dans 1 an j'arrive pas à vivre de ça, j'arrête tout. Ok. J'arrête vraiment tout. Et c'est marrant parce que genre pendant les 1 an j'ai rien. Donc je suis avec mes 1007 de chômage et c'est tout. Et les chapeaux, mais bon c'est pas avec ça que tu bouffes. Et genre... même pas 1 mois, genre 3 semaines avant que mon chômage s'arrête, je touche genre, je crois que c'était 3-4 000 balles d'un coup. Et je me suis dit, waouh, c'est parti. Et tu sais, c'est des trucs de plusieurs mois, mais que tu touches d'un coup. Et je me suis dit, waouh, je peux. Ça va, putain, ok, cool. Donc du coup, la rupture conventionnelle, le mot magique un petit peu quand même. Ah ouais, mais grave. J'en ai eu une ou deux, c'est vrai que ça fait plaisir. Hein. Ouais, grave. Parce qu'effectivement, genre ça, c'est un truc que du coup, toi, tu te dis, ça va être sérieux, et en fait, ça tombe. Et là, tu te dis, ok, c'est parti. Mais en fait, ça... par exemple, tu vois, là, toi, t'as une vie à côté en mode, t'es marié, t'as un enfant ou 2 enfants? 2, ouais. 2 enfants. T'avais cette vie, t'as rencontré ta copine avant de te lancer ou après? Non, après.
Après, donc, Après, elle connaissait ta vie que t'avais, il n'y a pas eu de changement de vie, ça c'est quand même assez cool. Mais du coup, par exemple, effectivement, parce que moi, par exemple, là, je suis un peu comme un branleur, entre guillemets, parce que quand tu dis on peut pas vivre des chapeaux, je te jure que quand t'es célibataire et que tu vis comme un moine trappiste, en fait, ça va, tu vois. Moi, c'est comme ça que je vis à peu près, avec 2-3 cachets qui tombent. Mais effectivement, toi, t'as ce côté de, t'as une famille, quoi. Ouais. Et du coup, faut que, tu vois, c'est un milieu un peu qui. Ouais. Comment t'as eu des moments de stress ou depuis que, enfin, ça se gère? En fait, c'est un peu la même histoire que ce que je t'ai raconté là, c'est que au moment où j'ai envisagé de me marier, j'avais pas assez du tout pour deux. Je gagnais pas du tout assez pour un couple, pour maintenir un foyer. Et pareil, j'ai commencé à gagner de l'argent confortablement, genre 2 mois avant mon mariage. Okay. Mais genre quand on préparait le mariage, je me disais comment je vais payer ça. J'ai que dalle, bordel. Et franchement, tout s'est connecté et ouais, je crois que j'ai eu de la chance. Je crois vraiment que j'ai eu de la chance. Et t'as pas envie de te mettre un prochain gros événement là bientôt pour pouvoir avoir encore un tournant? Non, je viens d'avoir ma fille, donc c'est pas mal comme événement. J'en mets en vrai. Ouais. Ok, donc vie de famille et vie de stand-upper. Ouais. Le soir, tu joues. Le soir, je joue et la journée en général, je suis à la maison avec bébé, avec madame. Ok. Parce que du coup là, parce que j'ai eu Seb Marx qui est passé aussi. Il y a pas eu Redouane. Vous êtes les trois seuls papas, je crois, qui s'est passé. Tu vois, par exemple, Seb, il me dit qu'effectivement, tu vois, il se laisse par exemple le dimanche, c'est le jour sacré. Enfin, il y a des gens qui se font des jours, il y a des gens qui se font des emplois du temps. T'arrives à gérer la double vie parce que la vie de stand-upper, c'est une vie quand même où tu joues le soir ou. Ouais, t'arrives à. Pour l'instant, ça va, dans le sens où j'arrive à bien gérer mon temps. T'as vu Louis, la série Louis, et tu gères. Ouais. Ça, franchement, ça va, je passe du temps avec eux. J'arrive à. Puis en plus, ma fille, c'est encore un bébé, donc elle se couche pas à 20h, tu sais, elle se couche à des heures, je peux la faire dormir à 14h. Parce que tu vois, c'est quand même allez, chouette. C'est la nuit maintenant. Ouais, c'est ça. Allez, va dormir. Mais après, je sais pas, peut-être qu'un jour, ça me manquera quand je travaillerai le soir et que je pourrai plus la coucher, quand elle fera plus de sieste. Mais pour l'instant, écoute, elle a 5 mois, j'arrive à la faire dormir. Je passe beaucoup de temps avec elle, j'arrive à la changer, à lui prendre ses bains. Enfin, je passe beaucoup de temps avec mon bébé et avec ma femme aussi. Donc franchement, pour l'instant. Ça t'inspire des passages de stand-up, la paternité? Bah ouais, évidemment. Ouais, c'est sûr, il y a tellement de trucs drôles à raconter. Ouais, c'est un autre truc. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, non, mais c'est cool. Alors, il y a un autre truc dont, du coup, c'est le monde de l'entreprise. Je pense qu'il faut qu'on en parle. Parce que moi, typiquement, je sais que j'ai beaucoup. En fait, j'écrivais avant de faire du stand-up. Ouais. Mais j'écrivais, en fait, je dégueulais des trucs. Et j'ai beaucoup écrit sur le monde de l'entreprise avant de me lancer parce que j'étais dedans. Et vraiment, j'ai eu ce. Enfin, toi, t'étais comment dans mon entreprise? Parce que je pense que, comme on fait du stand-up, c'est qu'on avait quand même des prédispositions avant à péter les plombs dans ce genre de monde. Ouais. Et moi, je sais que, par exemple. Dans le monde de l'entreprise, je jouais au fait d'avoir un boulot, mais j'avais pas vraiment un boulot, quoi. Genre, comment toi t'abordais le fait d'avoir un CDI, d'avoir une vie rangée? Enfin, est-ce que ça faisait sens? Est-ce qu'en fait tu sentais au fond de toi que ça tiendrait pas? Comment ça se passait? C'est marrant comme question. En fait, moi, j'ai mes parents pour en témoigner quand tu les recevras dans ton podcast. Bien sûr. Épisode 1000, c'est prévu. En fait. Je parle de mes parents parce que mes parents, j'ai tellement de la chance d'avoir des parents comme ça. Ils ont jamais compris mes choix, mais ils m'ont toujours soutenu. C'est-à-dire que j'ai toujours su que tout ce que je faisais, c'est pas ça que je voulais faire, mais je savais pas ce que je voulais faire. Genre, j'étais très bon à l'école, j'ai eu mon bac, j'ai voulu arrêter alors que j'ai des super bonnes notes. Ma mère, elle m'a dit non, s'il te plaît, arrête pas. Donc j'ai dit vas-y, bac plus 2 pour faire plaisir à ma mère. À bac plus 2, j'ai arrêté parce que j'en avais marre de l'école. Après, j'ai travaillé, j'en avais marre du travail. Ouais. Je travaillais à la banque, enfin, j'ai fait des trucs que j'avais pas envie de faire. Donc, j'ai repris l'école, ce que personne n'a compris, parce que j'avais un CDI et tout le monde court après un CDI, alors que moi, j'ai passé mon temps à démissionner des CDI. Moi aussi, je comprends, on est un peu la même vie. Et après, je fais l'école et j'ai eu mon diplôme, et après, j'ai été travailler. Et c'est pas ça que j'ai envie de faire, en fait. Et j'ai passé mon temps, je me souviens de mon dernier job en date, enfin, mon dernier job. C'est un job que j'ai aujourd'hui, mais le dernier job conventionnel que j'ai eu. Il y a mon petit frère qui m'a dit quand j'ai voulu arrêter, parce que j'ai gagné genre, on se parle, j'ai gagné genre 3005 par mois. J'avais pas de bureau, j'étais vraiment cool, je travaillais avec les pharmacies, donc je faisais mon emploi du temps, j'étais vraiment cool, je pouvais travailler en slip de chez moi. Et j'ai décidé d'arrêter. Quand j'ai dit ça à mon frère m'a dit écoute, si tu me donnes 3005 par mois et tu me dis de regarder un mur blanc toute la journée, je le fais. Je te jure. Et je dis mais non, je suis pas épanoui dans ce que je fais. Et cette sensation là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment la sensation de. Moi j'ai déjà
c'est marrant que tu dises péter les plombs parce que j'ai déjà pété les plombs. C'était mon stage de fin d'études où j'étais au stage de la BRED, de la Banque Populaire. J'étais au siège de la Banque Populaire. J'étais en service marketing. Et je te jure que c'est une scène de film que, en la racontant, peut-être les gens ils vont dire que c'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai. Il y a mon boss qui m'appelle dans son bureau. Je vais dans son bureau et il me parle de je sais pas quoi. Et je te jure, comme dans les films, il me parle et je le vois, mais j'entends plus rien. Ouais. Et dans ma tête, ça fait et je commence à transpirer, mais genre bouffée de chaleur, je transpire. Et jusqu'à il me tape dans l'épaule et je calcule pas, je le regarde comme ça fixement et il me tape dans l'épaule, il me fait ça va, je fais ouais ça va. Il me dit tu vas aller prendre l'air, je fais non ça va, j'ai rien. Il me fait si t'as quelque chose là visiblement. et ensuite tu me tiens par le col donc ok. Et je me suis dit je vais tomber malade, je peux pas faire ça en fait. Ouais, je comprends. Je pense que t'as eu à peu près la même chose. C'est ce côté en fait avant de faire du stand-up, on s'en est toujours sorti en étant entre guillemets malin, mais sans donner de nous dans ce qu'on faisait. Et qu'en fait avec le stand-up, moi j'ai découvert ce côté de putain, mets-toi en danger toi, et si ça marche pas, faut que tu ailles chercher plus loin et plus fort, quoi. Et c'est ça qui est agréable quand même. Quand t'as passé 25 ans à être mentir, malin, à mentir, c'est exactement ça, à mentir un peu. Hein. C'est clairement ça. On s'est évité une grosse crise de la quarantaine, je crois, en trouvant notre domaine comme ça. Parce que je pense qu'à 40 ans, on aurait pu retourner le fusil contre nous aussi. Hein, c'est ça. Non, franchement. Mais après, je comprends que tu peux être happé par la vie. Et... Non, et puis il y a des gens qui aiment ça. Hein. Moi, j'ai des potes. En fait, je le vois tout de suite. Quand je parle en soirée, il y a des gens qui détestent leur boulot, ça se voit et ça me stresse. Mais par contre, il y a des gens qui sont dans le monde de l'entreprise que je connais, qui kiffent, qui trouvent du sens à ce qu'ils font, qui kiffent et ça. Enfin, faut que ça tourne aussi, hein, tant mieux. C'est sûr. Même. Moi, je parle d'un principe très simple, c'est je dis aux gens, faites ce que vous aimez. Exactement. Et tu sais, il y a des gens qui n'aiment pas leur travail, mais qui aiment travailler parce qu'ils aiment pourquoi ils travaillent. Exactement. Parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont une famille, parce qu'ils ont ou des objectifs personnels qui nécessitent tel revenu. Et donc, ils travaillent parce qu'ils aiment ce que ce travail leur apporte. Et moi, je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. Mais par contre, il faut pas commencer à parler en mode... Ouais, ça va, tu sais, non, ça va pas l'air gros, ça va pas l'air. C'est ça. Tu vas vraiment faire une dépression, mon gars. Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a de plus en plus de gens de nos âges, enfin qui sont plus jeunes, on va dire, qui bossent dans les entreprises, qui, en fait, il y a un problème de sens, ils savent pas trop ce qu'ils font eux-mêmes, quoi. Ouais. Et c'est ça, en fait, qui est gênant, je trouve. C'est ce côté de, ça manque de sens. J'ai l'impression qu'on a additionné plein de métiers qui manquent de sens et qu'on a dit, c'est ça l'économie, c'est ça la société. Mais c'est aussi parce que les mentalités changent, et l'accomplissement personnel change parce qu'avant. Je te parle d'une génération ou d'en arrière, l'accomplissement c'était de nourrir sa famille. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, plus personne n'a faim, tout le monde est habillé. Maintenant, l'accomplissement il devient autre. Maintenant, il faut s'épanouir personnellement. Et c'est pour ça que les gens ils changent de job tous les 3-4 ans. Exactement. Moi, mon père, il a bossé 25 ans dans la même usine à faire un job qu'il aimait pas. Mais l'accomplissement c'était de nourrir ses 5 enfants, 6 enfants même, tu vois. C'était ça l'accomplissement. Alors qu'aujourd'hui. C'est pas ça être accompli. Aujourd'hui, c'est faire un job que t'aimes et kiffer la vie. Tu vois, c'est ça. Voyager. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. Moi, mes parents, ils ont jamais voyagé de leur vie. Mais tu sais, c'est une très bonne anecdote sur les grosses entreprises qui excitent plus personne et qui, je pense, ça va être un des prochains gros tournants du monde. Pour moi, c'est l'écroulement de toutes ces grosses entreprises rigides qui foutent les. Mais en gros, j'ai un pote qui bosse dans une très très grosse entreprise qui a 5-6 ans de plus que moi. Et en fait, c'était quand j'étais encore moi dans le monde du travail et j'ai fait une école qui s'appelle l'EDEC en gros. Et il me dit, je sais pas pourquoi il me dit ça, on était à un apéro. Il me dit, les 4-5 derniers stagiaires que j'ai eu, ils venaient de l'EDEC et c'était tous des pipes. Et il me dit ça comme ça, tu sais. Et puis moi, je dis, ok, mec, bonjour. Cool, pourquoi tu me dis ça? Et à un moment donné, je dis, ok, je vais rentrer dans son débat parce qu'il m'a vénère, j'ai l'impression qu'il veut. Et en gros, je lui ai dit, ouais, mais en fait, je crois juste qu'à l'EDEC, il y a des cons et des gens cool. Et que juste vos grosses boîtes, elles attirent que les gens chelous en fait en entretien. Donc vous devez choisir entre les gens cons. Mais je vous jure qu'il y a des gens comme moi, comme pas mal de mes potes qui sont cool et qui pourraient être proactifs dans une bonne entreprise. Mais juste on n'a pas envie de bosser avec ces grosses boîtes là parce que vous nous faites pas envie en fait. Ouais. Et c'est une question de, en fait, du coup j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens cons entre guillemets qui bossent dans les très grosses entreprises mais qui sont compétents. Et en fait on est en train de créer un cercle vicieux de trucs chelous quoi. Mais parce que les gens ils recherchent plus des potentiels et des talents, ils recherchent des gens qui vont bosser pour eux. Ouais. C'est tout con. Hein. Ouais, moi je me suis fait virer d'une ou deux boîtes parce que j'ai dit des trucs que j'aurais pas dû dire. Parce que t'étais pas à ta place. Ouais, c'est ça. Mais j'ai des trucs tellement cohérents en plus. Et on m'a dit mais non, t'as pas le droit de dire ça. J'ai dit vous me posez des questions. J'aurais adoré te voir en afterwork. Tu devais non mais plus jeune j'étais là, j'ai appris un peu à fermer ta gueule. À fermer ma gueule. Mais tu sais que c'était pas du tout arrogant. Mais une fois par exemple je bosse dans une entreprise qui fait du matériel informatique, des trucs comme ça, bref. Et il y a 5 semaines de formation. Ok. Et à la fin des 5 semaines de formation, c'était cool, hein, je l'ai fait, c'était cool, c'était cool. Et à la fin des 5 semaines de formation, j'ai rendez-vous avec le DRH, mon responsable direct, et moi. Donc on est à 3 dans le bureau.
Et le DRH qui a lui-même conçu cette formation, le mec il a mis 2-3 ans de sa vie à construire ce processus de formation. Il me pose la question, putain en plus moi tu me poses une question, on me pose pas de question si t'as peur de la réponse. Et il me dit alors qu'est-ce que t'as pensé du processus de formation? Qu'est-ce que t'as pensé des 2 dernières années de ma vie? Et moi avec l'arrogance de mes 20 ans je lui ai dit c'était cool, c'était instructif, mais je parle de moi, peut-être pour les autres c'est utile, mais moi j'aurais pu faire ça en 5 jours. Alors qu'il y a 2 mois de formation. Et le mec il me fait mais t'as pas le droit de dire ça. Je dis mais vous m'avez posé une question, j'y réponds. Je dis moi je pense vraiment que j'aurais pu assimiler tout ça en 5 jours. Et le mec, mais mon responsable était dégoûté parce qu'il m'a viré. Le DRH m'a viré et mon responsable était dégoûté parce que j'avais des bons résultats. Je bossais bien, sauf que le mec n'a pas accepté que. Putain c'est chaud hein. Mec tu me poses une question. Ne pose pas de questions si tu veux pas de réponse. Ouais, c'est vraiment En fait, il voulait juste que je lui dise c'est génial ce que tu fais, bravo pour ce que. C'est comme si t'avais demandé si ses fringues lui allaient bien, quoi. Genre en mode, c'est vraiment, c'était il y avait de l'affect. Ouais, c'est ça, vraiment. Et puis en plus, putain, mec, détache-toi de ton truc. C'est ça, c'est ouf. Détache-toi de ton truc. Ouais, c'est ouf. Ouais, mais bon, écoute, faut qu'on les fasse rire tous ces gens-là. Faut qu'on les comprenne. Faut qu'on les comprenne. Moi, ouais, je me souviens de cette espèce de boule au ventre quand j'allais dans les entreprises. Mais en fait, après, je pense que le monde de l'entreprise il a changé parce que tu vois, typiquement, moi, mes grands-pères, ils étaient entrepreneurs entre guillemets parce qu'ils avaient un magasin de vaisselle et un magasin dans le bâtiment, quoi. Mais ils se considéraient comme entrepreneurs. Et aujourd'hui, ouais, je pense que tu vois, j'avais pensé à un truc aussi. Tu vois, par exemple, les gens qui faisaient des erreurs fiscales qui étaient considérées comme de la fraude fiscale il y a 50 ans. Bah en fait ça pouvait vraiment être des erreurs parce qu'ils étaient dans leur petit carnet, ils faisaient mal des calculs. Aujourd'hui c'est que de la mauvaise foi en fait du coup parce que c'est des ordis qui font ça à ta place et du coup on a créé je pense un business de mauvaise foi entre guillemets et un business de gens qui veulent juste, enfin vraiment c'est pas de la bonne foi quoi, il y a vraiment un côté chelou et moi c'est ce côté là qui m'oppressait, qui me mettait une boule au ventre quand j'allais dans ouais j'ai un petit peu, il y a des bonnes boîtes sûrement et puis je pense qu'il y a des petites startups qui ont des bonnes intentions mais c'est vrai que bon bref on en est sorti on en est sorti de Jason. Il y a un autre point commun, c'est qu'on a grandi dans une toute petite ville, on a grandi à la campagne chacun de notre côté et la surprise que je voulais te donner mais qui est pas arrivée malheureusement c'est que tu viens de Romilly-sur-Seine. C'est ça. Et que dans les personnalités connues de cette ville, moi je t'ai rajouté sur Wikipédia dans les personnalités connues de cette ville, mais ils n'ont pas encore accepté le changement. Et du coup, t'es pas encore sur la page Wikipédia de Romilly-sur-Seine, mais tu le seras sûrement bientôt. Ça me touche. Et tu seras dans les personnalités, et les autres sont inconnus en plus. Donc tu seras vraiment la personne la plus connue de ce lieu. Je sais pas, il y avait un mec qui était au Parti Socialiste il y a 100 ans, enfin des trucs comme ça quoi. Donc voilà, Jason Brokers bientôt dans les personnalités de Romilly-sur-Seine. Putain, je vais bientôt être le maire, c'est bon. Je pense, hein. En vrai, on pourrait être maire de nos villes si on voulait. Je suis pas sûr. Attends, faut convaincre toi 7000 personnes, c'est ça? Moi, il faut que j'en convainque 400. 400, moi, il y avait 800 personnes dans ma ville, dans mon village. Mais là où j'ai vraiment grandi, il y avait 1000 personnes, genre. Ouais, c'est ça, comme moi. Et du coup, non, il suffit de convaincre 400 personnes, ça va. Ah oui, c'est très simple. Ça va. Il suffit d'un bar. Il faut avoir le bar. Commencer de grandir dans un endroit où il y a 1000 habitants. Moi, je suis très heureux de mon enfance. Franchement, j'ai passé une enfance très, 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 très cool. Où on n'avait pas de problème, quoi. C'est cool. Ça. J'ai passé mon temps à pêcher, à jouer au foot. Moi, j'ai une théorie aussi là-dessus, ok. Tu viens d'un petit village, moi aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on est à Paname, on essaie de faire un truc. Et en fait, je pense que les gens qui viennent de petits villages et qui sont adaptés à Paris, ça devient des gens des 4x4, entre guillemets, des gens tout-terrain. Ouais, complètement. Alors que des Parisiens vont avoir beaucoup de mal à comprendre l'ambiance d'un petit village de 1000 habitants. Clairement. Et ça, j'ai toujours pensé ça, tu vois, de ramener des Parisiens à Meillan. Ils kiffent, évidemment, tu vois, c'est marrant, la campagne et tout, mais ils voient ça comme un paysage différent, alors que nous, il y a vraiment de la vraie vie. Est-ce que tu penses que c'est une force, ça aussi, d'adaptabilité? Ah bah oui, tu sais, quand tu sais à qui tu parles, quand tu connais les gens à qui tu parles, c'est plus facile de leur parler parce que tu sais parler leur langue. C'est tout con, mais tiens, on parlait d'Adib tout à l'heure. Et moi, en fait, je suis vraiment un putain d'hybride parce que j'ai grandi dans un village de 1000 habitants. Donc je connais les paysans. Je suis un arabe, je connais les arabes. Après, j'ai déménagé dans un petit quartier, je connais les mecs de quartier. Après, je suis à Paris, j'ai déménagé dans une cité de ouf, je connais les mecs de cité. Je connais les blancs, je connais tout le monde. Et un exemple tout con que je vais te donner, c'est que Adib, dont on parlait tout à l'heure, dimanche dernier, comme il est à Paris pour un mois, je me suis dit, il faut absolument que tu vives ça, donc je l'ai emmené jouer dans une chicha, d'accord ? Et tu connais les chichas, comment c'est compliqué de jouer là-bas. Et il a Adib, qui est pour moi l'humoriste le plus drôle du monde, il a pris un bide. Ah ouais. Mais c'était tellement violent. Compris, Et c'est juste parce que il savait pas à qui il parlait. Exactement. Moi, je suis passé juste après lui. J'ai retourné la salle parce que je savais clairement à qui je parlais et donc je savais comment leur parler. Exactement. Et c'est juste ça en fait. Quand tu sais à qui tu parles, tu sais comment leur parler.
C'est ça, c'est le prochain step pour moi. En tout cas, j'ai remarqué, c'est effectivement ce côté sur scène de. En fait, faut arrêter de faire ton acte juste comme si il y avait personne et parler aux gens qui sont là. Sûr, et effectivement, bien sûr, chaque personne dans la salle doit se dire c'est à moi qui parle. Mais effectivement, moi je pense que ce côté avoir grandi dans une petite ville comme ça, d'avoir fait pas mal d'endroits, je pense que c'est une grande force. Et je pense que. Parce qu'un village de 1000 habitants. Enfin, moi typiquement. En plus, nous on vient de la dernière génération qui avait pas internet chez soi. Ouais, donc on était dehors. Donc vraiment, c'était. Non, mais on est la dernière. Hein. Ah, mais je sais. Et encore, on est limite parce que je sais que moi j'ai pas eu. Mais j'avais un pote notamment qui avait internet, genre on avait 13-14 ans. C'est ça. Et là, on a commencé à s'enfermer, à regarder des films toute la journée, à télécharger plein de trucs, tu vois. Mais avant ça, moi, j'ai passé de 0 à 14 ans dehors. Tu penses qu'on est garant d'un truc qu'il faut qu'on garde ? Parce que par exemple, toi, ça te fait un truc de te dire que tes enfants, ils sont en train de grandir dans une grande ville ? Bah, j'ai pas envie de ça, en fait. Ouais. Moi, j'ai pas envie de ça. Moi, je suis à Paris pour l'instant parce que je suis obligé de l'être. Mais dès que je peux bouger, je bouge. Dans une plus petite ville ? Ouais, okay. Sûr et certain. Parce que j'ai envie que mes enfants grandissent ailleurs. Hein. Moi, ça, c'est un truc qui m'obsède un petit peu aussi. Clairement. Même si il y a des avantages. Oui, bien sûr. Il y a des avantages parce que les mentalités. Moi, je vois mes potes de banlieue. C'est des mecs c'est tellement des débrouillards et des mecs qui savent faire de l'oseille. Et parce que moi, j'ai grandi jusqu'à mes 19, 20. Non, quand même pas, mais jusqu'à mes 17 ans, j'avais pas besoin d'argent. Parce que quand tu sors dans un petit village, t'as pas besoin de thunes. Oui, moi non plus, c'est exactement Alors ça. Alors que quand t'es à Paris ou en banlieue, dès que tu mets un pied dehors, c'est minimum 10 balles. T'as besoin de 10 balles. Donc à 12 ans, tu sais faire 10 €. C'est ouf. Donc aujourd'hui, ils savent faire 20 000, ils savent faire 40 000, ils savent faire de l'oseille. Et c'est des trucs que nous, on n'a pas ce truc de requin que eux ont. Tu vois putain, parce que j'avais déjà analysé le fait. Moi, je mettais ça plus sur le côté de manque de niaque. Ah non, c'est pas ça. Et en fait, t'as raison, c'est vraiment le côté. J'ai pas eu besoin d'apprendre à avoir de l'argent. Eux, à 12 ans, ils avaient besoin de faire 10 balles. Et 10 €, c'est rien, mais c'est rien pour nous aujourd'hui. Mais à 12 ans, faire 10 €, c'est quelque chose. Ouais, nous on allait chez des potes et on jouait chez des potes. On s'en foutait, nous, on n'avait pas besoin de faire d'argent. Tu sors, t'as un ballon, tu vas pêcher, t'as besoin de que dalle. Tu vois. Mais en banlieue. Et sur le mot pêcher, t'as eu un petit accent campagnard. Oh bah la pêche, c'est un peu. Oh bah je pourrais t'en parler des heures. Hein. Les gardons, tout ça. Non, en vrai, non, mais c'est vrai que je pense. Bon, en tout cas, ça me fait chier que tu sois pas sur Wikipédia encore, mais ça va arriver. Ça va arriver, ouais. Donc, ok. Bah écoute, il y a quelques questions. Sur entre guillemets sociétaire, etc. En fait, j'ai l'impression qu'il se passe pas grand chose en ce moment dans l'actualité. Enfin, qu'on s'excite sur des petits trucs. Tu sais, genre par exemple l'histoire de Coolest Monkey in the Jungle, c'est un truc important en termes de société, on va dire. Mais tu vois, le fait que ça soit ça qui ait fait la une pendant 2 semaines, c'est chelou. Tu vois ce que je veux dire ? On a eu des attentats. Toi, t'as connu le fait d'être humoriste pendant les attentats par exemple des deux trucs. Ça c'est des vrais tournants. C'est des trucs où par exemple les salles de spectacle se retrouvent vraiment. Enfin déjà, toi, j'ai jamais posé cette question à quelqu'un qui fait du stand-up depuis longtemps. Et d'ailleurs, c'est le cas de la plupart des invités. Ça a été comment l'ambiance stand-up post-attentat, genre les scènes, le fait de parler, est-ce que vos discours ont changé ? Est-ce que vous retournez dans les salles rapidement ? D'ailleurs, ça a été comment ça ? Ça a été... bah moi, on voit pas ma gueule là, parce qu'il y a juste ma voix, mais j'ai une barbe. Et j'ai une vraie tête de barbu, donc à titre personnel, ça a été très 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 dur. Ok. Ça faisait 1 an et demi que tu faisais du stand-up en gros. À peu près, ouais. Et c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant, non mais... c'est là où Farid, avec qui je traîne tout le temps, s'est vraiment rendu compte. Ah putain, c'est chaud. Parce que je lui disais, je te jure. Parce que pour moi, quand il y a un attentat, les premières victimes, c'est évidemment les victimes. Ouais. Ça, il n'y a même pas de débat. Faut le dire, mais... Ensuite, en second lieu, tu as les familles des victimes qui souffrent le plus. Et ensuite, en troisième point, t'as nous, les musulmans. Ouais. Parce que c'est nous qui on souffre tellement de ça. Et genre, Farid s'en est rendu compte parce qu'il a marché avec moi dans la rue et il s'est dit comment tu fais ? Ok. Moi, je te jure, à chaque fois qu'il y a un attentat, j'ai envie de rentrer chez mes parents. Ouais, j'ai envie de rentrer chez mes parents et ne croiser personne. Ouais, je comprends. Parce que je te jure, tu ressens les gens t'en veulent, tu vois. Et c'est marrant que tu dises rentrer chez mes parents d'ailleurs parce que c'est un truc que je peux dire de temps en temps. Et rentrer chez mes parents, il y a ce côté de dans une petite ville de 1000 habitants et genre vraiment il y a ce côté. Et me cacher, ouais, c'est ça. Et du coup, donc t'as eu ça et t'as envie d'y rentrer et en final t'affrontes le truc. Bah c'est ça. Et après et en fait c'est marrant parce que sur scène les 2-3 jours après c'est très dur parce qu'il y a pas beaucoup de monde dans la salle déjà. Mais il y a une ambiance. Ouais. Il y a une ambiance qui est incroyable parce que les gens. On est vraiment. En fait, je crois que notre travail prend vraiment du sens à ce moment-là parce qu'on devient une soupape, on devient un filet, on devient. Mais les gens se souviennent de ces moments-là. Ah mais tu vois, genre typiquement si même s'ils étaient plus que 20 dans la salle alors qu'ils auraient dû être 80,
bah, les 20 personnes qui t'ont vu sur scène 3 jours après, ils se souviennent du fait que t'es l'artiste qu'ils ont vu 3 jours après. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu vois, c'est des moments. Vraiment ouais, c'est ça. C'est même pas ça détend, c'est pas le mot. C'est vraiment ça soulage et ça fait penser à autre chose. Faut faire ça. Pendant une demi-heure, 1 heure, on parle d'autre chose et après on repart dans notre merde. Ouais. T'as pas eu ce côté de il faut parler de ça. Il faut en parler évidemment parce que tu peux pas ne pas en parler. Mais il faut aussi parler d'autre chose. Il faut aussi parler d'autre chose. Et c'est marrant que tu parles d'actu et que tu dis il se passe pas grand chose en ce moment. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure où tu me disais que je parle pas de l'actu. En fait, je me sers énormément de l'actu, mais je parle pas de l'actu. En fait, l'actu, elle est révélatrice de ce qui se passe. Elle est vraiment comme là, l'histoire de la meuf là, avec son voile à The Voice. Comme tu dis, c'est pas un truc méga important, mais c'est révélateur d'un truc beaucoup plus important et beaucoup plus grave. Ouais, évidemment. Parce qu'en vrai, elle, évidemment, c'est compliqué pour elle. Et putain, j'ose même pas imaginer ce qu'elle vit, cette pauvre fille, mais c'est tellement révélateur de ce qui se passe. Ouais, mais de toute façon, c'est la peur et le désespoir là, est en train d'amener tous les gens vers le côté obscur de la force. C'est sûr. Ouais, je te jure, moi, j'entends et vois des trucs, je me dis waouh. Ah mais alors, ça c'est un vrai truc. Moi, quand tu regardes aujourd'hui des trucs, même des trucs cons, hein, Star Wars, Harry Potter ou tous ces trucs là où il y a un côté clair et un côté obscur, bah t'arrives vraiment à faire des identifications dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Du côté, bah tu sens les gens aller vers le côté obscur de la force, quoi, rejoindre les mange-morts, quoi. Et ça fait peur, ouais. Mais parce qu'on les y pousse. Parce qu'on les... Moi j'en veux, tu vois, genre il y a cette fameuse vidéo de Jacques Brel qui parle, il est un peu enflammé et il dit il y a des gens qui sont bêtes et je peux pas leur en vouloir, mais il y a des gens qui ont peur et à eux je leur en veux. Et moi je crois qu'il y a un peu de ça, c'est que il y a des gens qui ont peur et eux j'ai envie de leur dire les gars arrêtez, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont drivés par la peur sur ce genre de sujet. Oui mais c'est même pas eux qu'il faut en vouloir. Moi par exemple j'en veux pas aux gens qui ont peur aux racistes, j'en veux aux gens à cause de qui ils sont racistes. Ouais, mais tu peux te raciste à cause de tellement de choses. Moi, je pense que quand même, ces gens-là, ils doivent à un moment donné se poser et dire souffle, Jean-Pierre, tu vois. Genre. Je vais donner un exemple tout court. Moi, par exemple, dans mon village de 1000 habitants, on était la seule famille d'Arabes, évidemment, et tout le monde nous aimait. Oui. On était vraiment. Et tu te rends compte que. Vraiment, en plus, moi j'ai une famille, vraiment, mon père et ma mère, c'est des gens vraiment sans histoire. Tout le monde les aimait, très gentils, très serviables, les bons voisins. Ouais. Tu vois. Et comme dans ces villages-là, tout le monde se connaît. Tu sais, tu marches dans la rue, tu es obligé de dire bonjour à tout le monde se connaît. Et donc mes parents, aucune histoire, jamais d'histoire, donc on était vraiment les Arabes de ah, vous on vous aime bien. On n'aime pas les Arabes, mais vous on vous aime bien. Et tu sais, j'avais envie de leur dire putain, on est les seuls Arabes que vous connaissez. Vous aimez 100% des Arabes que vous connaissez. Mais je te jure. C'est drôle ça. Je te jure, alors qu'il y a des voisins français que vous détestez. Hein. Vous aimez 100% des Arabes que vous connaissez. C'est vrai, je te jure. C'est très drôle. Mais c'est tellement la vérité. Alors qu'il y a 50% des blancs que vous connaissez, vous leur crachez dessus à longueur de journée. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais, tous vrai. Les Arabes que vous connaissez, vous les aimez. Il y en a peut-être que 8. Ah, c'est très très drôle ça. Mais putain. C'est tellement la vérité. Mais c'est tellement. Mais après la campagne, moi tu vois, typiquement, enfin moi j'ai grandi là-dedans et avec des. Moi j'avais mes 4 grands-parents à 20 km à la ronde de chez moi, ils avaient grandi eux-mêmes dans le Berry. Enfin j'ai vraiment ce côté Berry, que je répète à chaque podcast, mais vraiment ce côté-là. Et du coup, il y a vraiment ce côté aussi. Enfin, est-ce que ça te fait chier de voir, par exemple, aujourd'hui, le fait que les provinces sont en train de mourir? Enfin, moi, mes parents habitent encore dans la maison où je vivais quand j'étais jeune. Et typiquement, Meillan, quand j'étais jeune, je me souviens que il y avait des activités entre voisins, il y avait des carnavals, il y avait des dîners avec des grands dîners, des trucs comme ça. Et typiquement, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est en train de mourir ces petits villages. C'est encore une fois, ça c'est révélateur de l'exemple du petit village. Il est frappant parce qu'on le voit tout de suite. Mais c'est révélateur partout, ça se perce. Moi, je te jure, les gens ils me prennent pour un fou parce que je parle aux gens dans la rue. Ouais, c'est ça. Les gens deviennent perso. Ouais, les gens deviennent vraiment. Tu sais, chacun trace et chacun. Même ne serait-ce qu'avec leur famille, les gens. Il y a des gens qui voient pas leur famille. Ouais. Moi, c'est pas possible que je n'appelle pas ma mère tous les jours. Tu vois. Ouais, pareil. Et ça, c'est des trucs. Mon père, mais un de mes 2 darons tous les jours. Ouais. Et même si c'est pour dire ça va, ça va. C'est ça, parce qu'il y a pas grand-chose d'autre à dire du jour au jour. Mais c'est ça, c'est vraiment les gens. En fait, les gens. On leur met tellement de trucs dans la tête qu'ils ont trop de trucs à penser, tu vois. Moi, comme je dis toujours à ma femme, tu sais, quand on s'embrouille pour des trucs ou machin, ou qu'elle dit mais qu'est-ce qu'ils vont penser, machin, ne serait-ce que qu'est-ce qu'ils vont penser mes parents ou mes frères, et je leur dis écoute, même si c'est nos parents ou nos frères et sœurs, ils vont être dégoûtés pour nous quand il y a des trucs pourris qui nous arrivent, genre 1 heure, après ils vont recevoir une facture et puis la facture sera la priorité, tu vois. Et c'est que ça, c'est vraiment ça, je sais pas. Il faut prioriser, mais tu vois, quand on parlait de l'actu justement, tu notes 2-3 trucs par exemple, enfin,
un truc con, quand tu dis qu'on a trop de choses dans la tête, moi je suis complètement d'accord et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui les gens ils peinent à prioriser ce qui est important, ce qui est pas important. Et typiquement là quand je vois les deux trucs qu'on fait, les deux trois trucs qu'on fait la une, il y a comme tu dis la meuf qui a eu un voile à The Voice, tu te dis bon bah, enfin le fait que ça fasse parler comme ça, c'est horrible. C'est n'importe quoi. Il y a eu The Coolest Monkey in the Jungle, donc il y a enfin c'est que des trucs qui abordent des sujets importants par la négative, d'en parler par la positive et qu'on règle ça ensemble. Et tu vois par exemple, bah là la dernière truc c'est la loi anti-fake news de Macron, où tu te demandes limite si le fait qu'ils annoncent une loi anti-fake news n'est pas elle-même une fake news. Enfin, je veux dire, on est en train de péter les plombs, je crois. Clairement. En fait. Et du coup, par exemple, est-ce que ça va vers un côté où par exemple mon frère qui a annulé toutes les actualités, il regarde plus du tout d'infos, il regarde plus son téléphone quasiment, et en fait il a réussi entre guillemets petit à petit à se déconnecter de tout ça, et il dit que ça va mieux aujourd'hui. Oui, mais d'un côté, tu sais, on aime bien être nostalgique et se dire qu'avant c'était mieux parce qu'il n'y avait pas tout ça. Ouais. Mais avant il y avait autant de merde qu'aujourd'hui, c'est juste qu'on le savait pas. Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, bien sûr. Avant on le savait pas. Bien sûr. Avant on savait mais pas toute la merde qu'il y avait. C'est mieux de avait. le savoir. Parce que le fait de le savoir permet d'agir aussi quand même un peu. On a oui, mais est-ce qu'on agit vraiment ? Moi, je pense que j'ai cette théorie du fait que ça va quand même mieux qu'il y a 50 ans, tu vois. Il y a des trucs sur lesquels il faut agir, mais en fait, moi, je pense qu'il faudrait plus équilibrer l'information. Dans le sens où on nous parle que de ce qu'il y a de mauvais. Moi, on pourrait faire la moitié du journal télé des bonnes nouvelles et la moitié les mauvaises. Parce qu'il y a plein de trucs cool qui se passent. Mais on nous martèle tellement avec les trucs nuls et les trucs durs qui se passent qu'on a l'impression que c'est que ça. Parce que les bonnes nouvelles, c'est peut-être pas vendeur. Ouais, mais quoi ? Ouais, les gens sont chelous, ils sont habitués à la mauvaise nouvelle, quoi. Ils veulent ils veulent que. Alors que putain, il y a tellement de trucs. Mais parce qu'est-ce que la mauvaise nouvelle, est-ce qu'il n'y a pas un côté, la mauvaise nouvelle, au fond de l'humain qui est quand même peut-être mauvais, on va dire, il y a ce côté de quand t'as une mauvaise nouvelle, en fait, ça te fait souffler de toi parce que ça t'est pas arrivé à toi, en fait. Tu vois, ce côté mais c'est sûr. Et puis il y a le côté, oui, c'est ça. Et puis il y a le côté, le mec qui ralentit pour regarder un accident. Ouais. Tu vois, il y a ce côté voyeur qu'on a tous et... Là, le moment où tu ralentis, c'est vrai qu'il y a de mais ça ouais, aussi. Mais ouais, et les infos, c'est ça. Hein. Les infos, c'est 3 millions de personnes qui ralentissent devant un accident. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Il va falloir trouver, mais du coup, c'est ça, dans tout ce brouhaha et tout, faut trouver de quoi dire nous sur scène aussi, quoi. Il y a ce côté Ouais, c'est vrai. Mais moi, je pense vraiment que après, je veux pas du tout faire le moraliste et dire aux gens quoi faire, mais je pense que notre devoir à nous sur scène, c'est ça. C'est de montrer aux gens, il y a du positif. Ça va. Ouais. Je vous jure qu'il y a du positif. Ouais, mais vraiment, 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 il y a beaucoup, beaucoup de positif. Et je te jure. Pour moi, ça c'est un devoir avec ce devoir. Enfin, typiquement, moi, un des seuls passages que j'ai aujourd'hui qui ressemble vraiment à peut-être un jour ce que je veux faire vraiment, c'est quand je parle du célibat, parce que j'essaie de l'aborder vraiment dans un côté de. Bah justement, c'est un concept qu'il faut redéfinir aujourd'hui parce qu'il est complètement différent d'il y a 10 ans, même seulement 10 ans. Et. Il y a un côté de ça va, les gars, arrêtez de me regarder comme si j'étais. Enfin, tu vois, il y a un côté ça va. Mais par contre, tu vois, quand tu dis il y a du positif, faut aussi apprendre que c'est du positif, mais à chaque fois le nuancer aussi. Il faut pas plus. Non, on n'est pas dans les bisounours. Tu vois, moi j'ai écrit récemment un truc en mode, je pense que le moment où j'ai commencé à aller vraiment mieux, c'est que je crois que j'ai appris petit à petit à aimer moyennement la vie. En fait, je crois que c'est ça la clé. Tu vois, c'est comme apprendre. Tu vois, quand t'aimes trop, c'est que tu vas partir en burn-out ou que tu pètes les plombs. Et je pense que la clé, c'est d'aimer moyennement la vie et comme il faut moyennement plus, quoi. Ça va, mais quand même tranquille. Quoi. Oh ouais. Bah tu sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux attentes dans le métier. Pourquoi je suis pas aigri ? Parce que j'attends rien. Ouais, mais ça c'est ok. La dépression pour moi c'est juste l'écart entre tes attentes et ce que tu as. Exactement. L'écart entre ça c'est la dépression. Exactement, je suis d'accord avec toi. Donc il y a deux solutions. Soit tu diminues tes attentes, soit tu t'essaies de les approcher beaucoup plus. Ouais. Sinon tu vas tomber en dépression mon pote. Sinon tu vas mal aller. Ouais. Bah ouais mon gars. Et il y a des gens qui ont des ambitions beaucoup trop hautes et que je vois un écart un écart qui ne sera jamais comblé. Mais contente-toi de ce que t'as. Vise un peu plus quand même parce que sinon tu vas devenir une merde. Ouais. Vise un peu plus que ce que t'as. Mais t'emballes pas. Ouais, après si t'en es capable tant mieux. Hein. Si pour toi c'est un moteur, tant mieux. Oui, mais parce qu'il a lu la belle histoire, mais il a pas lu les 3 millions de mauvaises histoires de personnes qui. Ouais, c'est ça, il y a ça aussi. Parce qu'on fait des contes de fées. En parlant d'ailleurs de personnes qui a réussi à combler entre ses attentes, il y a Dave Chappelle, tu l'as vu ? Bah oui. Donc Dave Chappelle est passé à Paris, ça on peut en parler quand même très rapidement aussi quand même, dans les grosses nouvelles. Dave Chappelle c'est un mec qui fait du stand-up au cas où des gens connaissent pas, mais si c'est le cas, allez voir ce qu'il fait et rattrapez très vite votre retard parce que ça va pas du tout. Et il est venu à Paris, toi t'étais là mercredi ou jeudi ? Jeudi. Ok, donc tu l'as vu à l'Apollo ? Ouais. Ok, et là c'était bien ? Ouais, putain, moi je l'avais vu une fois à Montréal il y a 3-4 ans quand il faisait son retour. Tu faisais partie de cette team. Ouais, je l'ai vu quand il faisait son retour sur scène et je sais même pas quoi dire, c'est juste en fait il est juste là quoi. Il est
tellement impressionnant de simplicité. Ouais. En fait, c'est un mec qui a, comme on disait tout à l'heure, c'est un mec qui est tellement honnête dans ce qu'il raconte que quand t'es dans la salle et qu'il parle, t'écoutes. Et quand c'est drôle, tu fais ah putain merde, c'est marrant. Ouais, c'est exactement et tu rigoles et t'es surpris de rigoler. Tu fais ah merde, putain, c'est vrai que c'est marrant. Exactement. Parce que le mec, il passe son temps à te mettre des gifles. Et tu vois, c'est marrant de le comparer. C'est très intéressant que sa première partie soit Neil Brennan. Neil Brennan, pareil pour ceux qui connaissent pas, c'est un putain de génie de l'humour qui bosse justement avec Dave Chappelle depuis 20-25 ans. Et ce mec, il est beaucoup plus fort que Dave Chappelle. Ouais, c'est ce que il les meilleurs vannes que j'ai entendues, il est beaucoup plus technique, il est beaucoup plus fort que Dave Chappelle, mais Dave Chappelle, Chappelle, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant ce qu'il fait que waouh. Bah en fait, ce qui s'est passé là, c'est que moi j'y suis allé mercredi et à la fin du spectacle, il dit parce que pareil, tu vois, je vois le show et honnêtement, Neil Brennan m'impressionne plus que Dave Chappelle sur les blagues, vraiment blagues. Après, Dave Chappelle arrive et en fait, tu te rends compte que même quand il y a Mos Def sur scène et que Dave Chappelle est à droite, c'est vers lui que tu vas poser ton regard. Enfin, il a un côté où ton regard va vers lui. Il est puissant, il est extrêmement puissant. Et en fait, après, il dit on va au Baiser Salé, qui est un club de jazz à Châtelet. Et en fait, moi au début, je voulais pas y aller. En mode, je sais pas, en fait, ce spectacle m'a retourné le cerveau un peu. Et je suis sorti en mode un peu rabat-joie, en mode, ouais, je vais pas suivre là où il me dit d'aller, je vais passer pour le bolos qui fait la groupie et tout. Et merci à Nathan Bensoussan, que je remercie en direct, parce qu'il m'a dit, allez, viens, on va voir, cette truc va être là. Et au final, je vais au Baiser Salé. Effectivement, Dave Chappelle arrive avec Mos Def et Neil Brennan. Et en fait, il y avait un club de jazz en haut. Et en fait, il s'est posé avec son musicien, il en a parlé du musicien qui a tourné avec Prince et Stevie Wonder. Mos Def et Dave Chappelle qui se posent au club de jazz et Mos Def qui commence à improviser, Dave Chappelle qui parle, machin. Et en fait, j'ai vécu un moment hors du temps avec Dave Chappelle pendant 6 heures. Et il y a ce côté de... tu vois, il t'a amené au club de jazz après et en fait, il parle avec toi. Et je me suis demandé quel humoriste français te dirait viens avec nous et vis vraiment de simplicité comme ça. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup en fait. Il y a vraiment ce côté de venez, on va passer des moments ensemble. En fait, c'est ça. Ce spectacle, c'était un moment. C'est un moment, mais c'est ça qu'il propose. Et je pense que c'est peut-être la fin du jeu, quoi. Enfin, entre guillemets, le stade ultime de venez passer un moment, quoi. Parce que c'était un happening en fait. Parce qu'apparemment, Mos Def a été un peu long le jeudi avec vous. Ouais, ça t'a sorti du spectacle ou ça faisait partie du truc? C'était à la fin, donc le spectacle était terminé, donc j'en étais déjà sorti. Puis après, moi, je suis pas un rabat-joie, donc c'est les gens qui ont kiffé. Tant mieux pour eux, moi je n'ai pas spécialement kiffé. Avec le téléphone portable bloqué. Ouais, ça sert à rien, ça fait du bien ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça fait du bien. Mais non, c'était pas dérangeant. Bon, en tout cas, il est venu. Louis C.K. est venu. Il y en a plein qui vont venir. Rory Scovel arrive en avril aussi à Paris. Ouais. Enfin, donc Kevin Hart arrive aussi en août. On va pouvoir rigoler, ouais. C'est cool. On commence un petit peu à attirer des gens, ça fait plaisir. Mais ouais. Écoute, on va voir. Hein. Du coup, ok, donc ça c'était le côté stand-up. Il fallait absolument qu'on parle de Dave Chappelle. On l'a vu quand même. C'est quand même pas rien, quoi. Ouais. On l'a vu en vrai. Il me manque. Il te manque déjà. Mais en vrai, moi aussi, il me manque. J'ai encore une ou deux questions. La première, c'est du coup, on a parlé de plein de trucs, actualité, etc. Toi, ta vie maritale, etc. Tu te considères plus, et c'est une question très générale, mais pour moi importante, tu te considères plus comme optimiste ou pessimiste pour ce qui va se passer après? Me concernant ou de manière générale? En manière générale, moi je parle plus. Ah, très optimiste. Moi je suis très optimiste. Ok. Je suis très optimiste parce que j'ai foi en l'humain et. Tu fais partie des gens qui ont foi en l'humain? Bah oui, sinon t'arrêtes. Ok. Sinon t'arrêtes la vie en fait. Ok. Non, il faut être optimiste. Tu penses que ça. Parce que moi je me considère plus comme un pessimiste positif. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je vois exactement ce que tu veux dire. J'ai peur, mais je me dis ça va aller quoi. Ouais. J'ai l'impression qu'on va toujours tourner. Mais est-ce que par exemple, un truc con, tu vois, genre Trump, Corée. Est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit on va vraiment voir de notre vivant une bombe nucléaire, ou tu te dis non en fait est-ce que tu vois ça comme un jeu de gens chelous qui font les unes des médias, ou est-ce que tu vois ça comme une vraie menace peut-être qui peut arriver Alors là où je trouve que où ma peur est atténuée, c'est que le monde entier s'accorde pour dire que c'est deux fous. Ouais, du coup personne les suivra dans leur folie. Ouais, okay. Normalement. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je veux dire, c'est juste deux fous. Ils représentent rien pour moi, ces mecs-là. Donald Trump, il représente pas les États-Unis, et l'autre, il représente pas son pays. C'est juste deux fous. Et donc, qui va les suivre? Est-ce que parce qu'on a Internet, du coup, on est conscient de ça? Parce que par exemple, tu vois, pour revenir, c'est pas pour lâcher le nom en H direct, mais tu vois, Hitler, par exemple, en 33 ou 34, 35, 36, 37, il y a peut-être des gens qui disaient ouais, c'est juste un fou, personne va le suivre dans son délire. Ouais. Oui, mais c'est Internet qui nous sauve de ça, tu crois? Le fait qu'on sache mieux? Parce que je me suis demandé, en fait, je me suis posé la question récemment sur Hitler. Est-ce que s'il y avait eu Internet, il aurait pu
il aurait pu se faire suivre comme ça, tu vois ce que je veux dire? Non mais tu vois, il y a un côté avec internet, je pense que les gens ils seraient mobilisés en mode tous contre Hitler. Oui mais en fait grande manifestation. En fait je pense qu'il aurait pu, mais ça aurait pris plus de temps. Ah, tu crois en son génie au point où il aurait quand même réussi avec internet? Je sais pas, je dis pas qu'il aurait réussi, putain. Non mais c'est dommage qu'il ait réussi d'ailleurs, mais oui. Ce que je veux dire en fait c'est que en vrai de vrai, je te jure que moi je parle en tant que moi et ce que je vis moi, je te jure que je suis pas du tout quelqu'un qui est dans la victimisation, mais l'islamophobie elle arrive à un point aujourd'hui où je me dis putain, il y a tellement de choses qui sont possibles. C'est-à-dire que là on arrive à un niveau de tolérance de propos tellement élevé. Les gens se rendent pas compte. Tellement élevé. Genre maintenant la prochaine limite c'est de dire venez on les tue. Ah, tu crois que c'est ça la prochaine limite? Non, j'exagère. Tu crois que c'est un truc que ouais. Ah mais venez on les vire, ça c'est on y est presque hein. On y est presque. Quand j'entends l'autre dans TPP qui dit déjà chanter en arabe par les temps qui courent, mais est-ce que tu peux faire plus amalgame que ça? Qui dit ça? La meuf là, Isabelle ok. du boss je sais pas quoi là dans TPMP. T'as pas vu ça? Non, moi je elle regarde a dit pas ça, trop ça. pour la meuf qui chante dans The Voice, elle a dit par les déjà temps qui courent. chanter en arabe par les temps qui courent, je trouve pas ça bienvenu, un truc. Mais putain, mais est-ce que tu te rends compte de l'amalgame que tu fais? Tu sais combien de millions de personnes parlent arabe dans le monde? Et combien de personnes surtout combien de personnes tu touches directement tu vois, dans le en fait, cœur, ce que je veux dire, c'est que la limite, elle est devenue tellement haute. Mais en fait, je crois qu'il y a vraiment une dissociation entre les gens qui s'en rendent compte et les gens qui s'en rendent pas compte. Je pense que je suis un peu au milieu parce que dans le sens où moi, c'est en parlant avec des gens, enfin, tu vois, au podcast, j'en ai beaucoup appris, même en parlant avec dans les loges, des comedy clubs, dans les choses comme ça, je me rends compte qu'effectivement c'est chaud, mais j'ai l'impression que les gens se rendent pas compte et il y a un petit discours de oh ça va. C'est ça. Mais c'est le oh ça va qui détruit tout. Parce que oh ça va pas du tout en fait. Ça ne va pas du tout. Vous avez pas le droit de dire des trucs comme ça. Mais comment? Vous n'avez juste pas le droit. Comment au moment où on peut dire plein de choses à plein de monde et d'un coup et qu'on a accès à plus d'informations, comment on peut avoir un discours aussi faux, aussi relayé? Parce que c'est des années où on a fait accepter que ça soit possible ce genre de discours. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout con, mais il y a en 2001, après les attentats du 11 septembre, l'image du terroriste était très marquée. Moi, je me sentais pas du tout visé parce que l'image du terroriste, c'était un barbu avec le truc sur la tête, et le gros truc, et le visage fermé, la tête machin. Et plus les années passent, et plus l'image qu'on a du terroriste, c'est le mec normal. C'est vrai. C'est ça. Et du coup, maintenant, on a peur de tout et tout le monde. C'est vrai. Et avant, on disait pas islam, musulman, on disait des terroristes. Et maintenant, chaque musulman est un terroriste potentiel parce que c'est ce qu'ils nous disent. Alors que putain, mais tellement pas, j'en connais beaucoup. Hein. Donc il y a le terroriste qui revient parce que par exemple le Front National, ça vient pas dans premier dans ta tête aussi. Ah non, le Front National, si c'était que eux, c'est pas grave. Tu crois? Si c'était que eux, c'est pas grave. Mais là, le truc, c'est que ils font du mal eux aussi quand même. Hein. Ils en font, mais si c'était que eux, c'est pas grave. Le problème, c'est que maintenant tout le monde dit comme eux. Et c'est devenu normal, tu vois. C'est devenu normal aujourd'hui. Enfin, après moi je le vis avec intensité parce que voilà, j'ai la tête que j'ai mes convictions et je suis à fond dans ce truc. Mais je te jure que c'est fort. Je te jure que c'est très très fort. Et les gens se rendent pas compte de. Maintenant c'est devenu normal de dire l'islam est un problème. Waouh. Est-ce que tu te rends compte de la gifle que je prends en entendant ça, moi? Alors que c'est juste c'est juste ce qui régit ma vie au quotidien. Mais on dit c'est un problème, putain. Alors que je me considère tellement intégré à cette société. Parce qu'il y a une phrase de je sais plus qui, mais qui dit t'as pas le droit de dire aux autres s'ils ressentent quelque chose quand tu le dis en fait. C'est-à-dire qu'effectivement les gens qui disent ça va, bah non tu sais pas en fait. Non, tu sais pas si ça va, ça va pas du tout. Tu te rends compte qu'on te dit que ce qui est le plus important pour toi dans ta vie c'est un problème et c'est dangereux. Alors que moi c'est tout l'inverse. Moi c'est ce qui me rend souriant, c'est ce qui me rend gentil avec les gens, c'est tout l'inverse. Donc les amalgames, il y a rien de plus dangereux qu'un amalgame. Et du coup, par la scène, tu crois que tu peux détruire ça? Non, je le détruirai pas tout seul. Tu peux, à mon échelle. Tu peux trouver de la paix à ce sujet-là vis-à-vis de toi, quoi. Bah, je pense que si je passe une soirée devant 100, 150 ou 200 personnes, les personnes à qui je parle peuvent comprendre. Ah ouais, quand même, c'est chaud. Mais parce que ça, c'est un vrai truc, hein, parce que typiquement, moi, que ce soit le mouvement du hashtag MeToo, ou que ce soit l'islamophobie latente, ou toutes ces choses-là, en fait, moi, une des choses principales que ça m'a fait me rendre compte sur moi, c'est qu'effectivement, je pense qu'on a eu en fait une vie très similaire en termes de là où on a grandi, ce qu'on a fait, etc. Mais à une différence très importante, c'est que moi, j'ai jamais eu en tant que blanc hétéro mec, entre guillemets, bah, on m'a jamais généré de frustration en mode mais
qu'est-ce qu'il dit sur moi et de me vénérer. Enfin, j'ai jamais ressenti ce côté de t'es ouf ou quoi. Avant, ça m'énervait. Quelques années en arrière, je t'aurais dit ouais, c'est pas normal. Aujourd'hui, je sais pas si c'est l'âge ou la maturité ou je sais pas ce qui fait ça, mais aujourd'hui, T'es daron aussi, je le prends beaucoup plus sagement et j'essaie vraiment de comprendre et de faire un pas vers ces gens qui disent des trucs sur moi. Et, et j'essaie vraiment de comprendre et je comprends. Tu dis sur moi, ils disent des trucs sur toi. Oui, c'est ça, oui, clairement. Et tu vois, moi je pense que c'est vraiment des années où on leur a glissé des petits trucs dans la tête tout doucement. Et maintenant, c'est devenu normal de poser des questions qui sont aberrantes en vrai. Et est-ce que, parce que ça c'est une théorie que j'essaie de développer un peu sur scène à travers une anecdote qui m'est arrivée il y a longtemps, c'est est-ce qu'une des clés ça serait pas aussi de dire aux gens de au moins penser 10 secondes avant de tweeter ou avant de parler d'un truc comme ça, parce que est-ce qu'on éliminerait pas beaucoup de racisme si les gens en fait ils prenaient juste 10 secondes avant de dire quelque chose quoi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de gens qui disent juste n'importe quoi parce que on est dans un monde où tout le monde dit n'importe quoi et que du coup est-ce qu'il n'y a pas un côté de ouais, je sais pas, enfin peut-être qu'il y a moins de gens qui sont horribles comme on le dit, mais qu'il y a de plus en plus de gens en tout cas sinon teubés mais au moins trop enfin, ils pensent ils vont trop vite dans leur réflexion et ils oublient de rendre ça complexe. Tu sais, je vais te donner un exemple tout con. Si je te parle tous les jours des tortues. Ouais. Je vais t'en parler tous les jours. Les tortues. Je vais t'en parler en bien, en mal. Je vais te parler des tortues. Et dans 5 ans, t'auras un putain d'avis sur les tortues. Ouais, je sais ce que tu en bien ou en mal, t'auras un avis sur les tortues. Et là, le truc, c'est que même quand il n'y a rien à dire, moi j'aime bien regarder, même quand il n'y a rien à dire, ils vont trouver un truc à dire. Mais même s'ils sont positifs, par exemple, un truc tout con, quand il y a le Ramadan ou quand il y a l'Aïd, ils en font des articles et des machins. Moi, ce que j'aimerais, c'est juste qu'ils n'en parlent pas. N'en parlez pas, parce que si vous en parlez, il y a forcément des gens que ça va gêner. Même si c'est très positif ce que vous dites. N'en parlez pas. Mais ça, c'est les médias, presse-papier de ça, on en parlait la dernière fois. Il y a ce côté de. Enfin, on a eu ce débat au Paname là, il y a 2 jours, un débat qu'on avait eu depuis longtemps. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas eu un débat comme ça, de savoir si on était Charlie ou pas, ou ce que ça voulait dire, ou ce genre de truc. Et moi, je disais que, enfin, il y avait deux teams, enfin, 2 discours un petit peu, mais moi, je faisais partie des gens qui disaient effectivement, moi, je le suis pas, mais tout en l'étant, enfin juste qu'on me laisse tranquille. Mais de toute façon, on peut pas demander d'être Charlie ou pas Charlie. Voilà, c'est ça. C'est débile d'imposer à quelqu'un ça. Et ça vient avec ça, c'est ce que tu disais, c'est ce côté en fait, n'en parlez pas quoi. Laissez les gens être solidaires entre eux, laissez les gens vivre ça comme ils ont envie de le vivre, mais les mettez pas dans un clan de t'es Charlie ou t'es pas Charlie, tu vois ce côté. Et je pense qu'il y a un côté dont on te demande de choisir aujourd'hui. Clairement. Et ça va beaucoup avec la façon dont je vois comment les gens débattent. Et moi, c'est ça qui m'a choqué le plus pendant les élections, mais même quand je vois des gens débattre, etc. C'est qu'en fait, les gens ne débattent plus. En fait, ils ont des certitudes. C'est ça. Et ils essaient de les imposer aux Clairement, autres. Ouais. Et on a oublié ce côté de nuance de putain, j'adore moi parler justement. Enfin, le podcast m'offre une énorme exutoire. C'est vraiment ouf là-dessus. C'est ce côté parler avec des gens et comprendre et affiner ta façon de penser et être dans la nuance. Et je pense que ça, c'est aussi une clé. Tu vois, les gens de leur dire t'es pas obligé d'être 100% d'accord, tu vois. Affine. Mais c'est ça. Et il faut vraiment faire attention quand tu débats et quand tu parles d'un sujet aux mots que tu utilises, à la sémantique. Ouais. C'est vraiment des trucs extrêmement importants parce que je reviens encore sur. Je suis vraiment désolé, mais ça me fait vraiment du bien. Je parle très rarement de religion et de tout ça parce que c'est cool. Parce que c'est pas, j'ai pas envie. Si j'ai envie de mener ce combat, mais pas comme ça. Pas aussi frontalement. Mais là, on en parle, donc c'est cool. Et en plus, je t'aime bien, donc c'est cool. Et ce que je voulais dire, c'est que si depuis le départ, vous auriez parlé uniquement de terroristes et de fous et de dégénérés, parce que c'est exactement ce que c'est, et je te jure que plutôt que d'avoir les musulmans, j'allais dire que c'est même pas contre vous, mais dans la frayeur, en opposition, vous les auriez tellement avec vous. Oui. Parce que moi, j'ai tellement envie de me battre contre ces gens-là. Et le problème, c'est que je peux pas me battre. Parce que moi, avant d'aller discuter avec quelqu'un et lui dire, je te jure, avant, c'est une des vannes que je faisais, c'est que avant, quand tu rencontres quelqu'un, très vite la personne, les 20 premières secondes, tu as pris ça en école de commerce, elle va déterminer si elle t'aime bien ou pas, en 20 secondes. Et moi, avec ma tête, j'ai une étape en plus. Avant de prouver que je suis quelqu'un de bien, je dois d'abord prouver que je suis pas quelqu'un de pas bien. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est juste ça. Donc, je te jure, venez, on se met dans le même camp parce qu'on est tous dans le même camp contre ces chiens, parce que ça, c'est juste des animaux. C'est des animaux, c'est les gens qui font ça, c'est des animaux. C'est des gens qui ont détruit toute humanité en haut. Bien sûr. Donc, c'est des animaux. Bien sûr. Et donc, venez, nous, on est tous des humains. On se ligue contre les animaux. Mais si vous dites que ces animaux, ils portent les mêmes noms que moi,
vous dites que je suis comme eux. C'est horrible pour moi. Mais il y a une hypocrisie horrible de pour ouf moi. dans le discours général qui est là-dessus en fait. T'imagines et après on nous demande de nous excuser, de les justifier, mais c'est horrible ce que vous faites, vous nous insultez. Mais parce que je pense qu'il y a aussi un truc, mine de rien, c'est vraiment con, c'est qu'en fait on est aussi dans une société de scientistes maintenant, on va dire entre guillemets, et qui voudraient petit à petit en fait éliminer la religion en général, je pense. Ah oui. Et qu'ils oublient que les gens, enfin tu sais, je pense que ça c'est des gens qui sont trop sûrs d'eux, et c'est des gens qui pareil veulent imposer leur façon de penser, et ça je trouve ça horrible, c'est-à-dire d'où tu sais que c'est la science qui va te sauver. Et du coup, juste pour finir là-dessus, je pense qu'il y a un truc en fait il y a une hypocrisie et un amalgame qui est fait, c'est que les gens ils mènent de front le combat contre le terrorisme, mais le front de on veut plus trop de religion dans nos pays occidentalisés, et que du coup ces deux combats se mélangent et font un truc qui fait n'importe quoi en fait. Est-ce que je peux être complotiste le temps d'une seconde? Il faut l'être parfois, c'est important. Moi, mon avis sur ça, sur la guerre qu'on fait à la religion, et je parle pas du tout de l'islam mais vraiment de toutes les religions, parce que moi j'ai vraiment énormément d'amour pour les religions. C'est-à-dire que moi tu m'en fasses d'un juif, d'un chrétien, je vais tellement l'aimer de tout mon cœur. J'aime tout le monde de tout mon cœur, mais tiens, j'ai ce truc en plus avec les gens qui ont la foi en Dieu. Et peu importe la religion, vraiment, je te jure que peu importe la religion. Et le complotiste en moi pense que les gens qui se battent contre la religion, c'est tout bête. C'est tout bête. Je pense que c'est vraiment pour qu'on rentre à fond dans la société de consommation et de capitalisme dans laquelle on est. Bien sûr, oui. Parce que la religion, c'est quelque chose qui te détache de ça. La religion, tu vas voir un vrai chrétien, un vrai juif qui est vraiment croyant, il va te dire qu'est-ce que je m'en fous du nouvel iPhone. Moi je crois en Dieu, moi je viens de prier ce matin. Est-ce que c'est pas plus important que ça? Et il n'y a aucune valeur ajoutée financière dans le fait de prier Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup on t'écarte. Mais je pense que c'est pas du complotisme, mais si c'en était, la définition de Dave Chappelle du complotisme que je trouve incroyable, c'est les complotistes, c'est des gens qui parfois ont raison, mais la plupart du temps ont tort. Et je trouve que c'est tout simplement ça en fait le complotisme. Ah ouais, mais tellement. Et du coup t'as sûrement raison là-dessus. Et de deux, moi je pense que d'autant plus je crois ce que tu dis, mais en plus je crois ce que tu dis dans le sens où c'est un combat qui est perdu d'avance pour les autres, parce qu'en fait même moi qui suis pas forcément religieux, je pense que le monde aujourd'hui, moi je me sens proche des gens qui mènent les bons combats, on va dire. Et par exemple je me sens beaucoup plus proche de par exemple toi en tant que religieux que de gens athées qui mènent des combats relous. Enfin je me sens proche des gens qui ont des bons combats. Et je pense que avec l'éveil de la créativité, avec le monde qui va devenir, j'espère, en fait, le côté, on va dire, matérialiste du monde occidental, il va disparaître via des valeurs qui sont des valeurs de religion à la base, mais qui vont être des valeurs qui vont arriver sur des gens athées comme moi, juste par le fait que le monde va plus tourner comme ça en fait. Je suis tellement pour. Ouais, on va voir comment ça va se passer. Pour. Genre moi à part le fait d'acheter une paire de Jordan de temps en temps, j'ai pas trop de délire comme ça quoi. Genre. Mais tu sais ce que tu disais aussi tout à l'heure sur, c'est très intéressant ce que tu disais sur le fait que aujourd'hui il y a plus de débat. Et c'est pareil en fait, les têtes pensantes qui nous gouvernent, ils veulent nous imposer leur idée. Et le problème des religions, c'est que ça fait penser différemment. Mais tu sais. C'est que en fait, la religion, c'est que tu dis à ces gens-là. En fait je vais plus croire en Dieu si ça vous dérange pas. Non, c'est à moi qu'il faut croire. Il faut croire en nous parce que c'est nous qui avons raison. Je fais juste croire en Dieu si ça te dérange pas. Exactement, mais pour affiner en plus, c'est que ces gens-là avant c'était des penseurs généraux et qui avaient peut-être une certaine légitimité, et là on est dans une société de spécialistes. Tellement. Et en fait on appelle des spécialistes pour parler d'un sujet, et t'as envie de dire mec, t'as pensé qu'à un sujet pendant 30 ans, tu peux pas être quelqu'un d'intelligent. Tu vois ce que je veux dire? T'as pensé qu'à un truc pendant 30 ans, c'est sûr que c'est n'importe quoi, tu manques de perspective. Drôle. Mais c'est sûr, tu manques de perspective. C'est drôle ça. Et les spécialistes, moi m'emmerde, genre on crée des spécialistes sur des sujets, dans des boulots, spécialise-toi là-dedans, fais du code, apprends la sociologie, et non, moi je pense que il faut s'intéresser à plus de choses. C'est intéressant ça. Mais parce qu'on est dans une société de spécialistes et que les gens ont peur des gens qui croient en Dieu, parce que quand tu crois en Dieu, de toute façon c'est sûr que le spécialiste tu vas le relativiser, tu vas pas prendre ce qu'il dit pour argent comptant, et ça le dérange beaucoup parce que lui je te dis c'est son fonds de commerce, et il est connu en tant que spécialiste. Qui fait ça, c'est-à-dire que attends, ça m'a marqué. Est-ce que je vais retrouver l'intitulé du post? Quand Johnny était mort à BFM, il y a une meuf, est toujours mort oui c'est vrai, putain faut que je le fasse. Et il y avait une meuf qui décryptait la mort de Johnny sur BFM, et son poste c'était spécialiste du showbiz et des événements spéciaux sur BFM. C'est-à-dire qu'elle est spécialiste du showbiz, des événements spéciaux.
ça devient un métier ça. Et cette personne-là pense avoir le savoir sur ce sujet-là quoi. Et t'as envie de dire non, le monde va mal tourner, le monde va très très mal tourner si tu fais ça. Mais je pense qu'effectivement dans une société spécialiste qui oppresse de plus en plus les gens. Ah ouais. Quand je vois le mec chauve là qui fait l'économie sur France 2, qui va décrypter le programme politique de quelqu'un en mettant des chaussures, t'as envie de lui dire mais gros c'est tellement plus compliqué que ça, j'ai pas envie de je voulais dire cette personne là en tant que président ou présidente, pas parce qu'il va enlever 2 millions ou 50 millions et que c'est finançable ou pas, c'est les gens ressentent et les gens oublient que les gens ressentent quoi. Ouais. Et c'est ça qui est un peu bon bref ok bah c'est très intéressant tout ça. Ouais. Moi c'est tout dernier truc. Ouais vas-y je t'en prie. En fait comme t'es papa j'ai listé une dizaine de questions, c'est des questions d'enfants on va dire, mais qui peuvent être intéressantes de voir comment toi tu réponds à ça. Okay. Par exemple une question d'enfant ça pourrait être pourquoi on n'a pas le droit de sourire sur les cartes d'identité. Parce que je sais pas parce qu'on n'a pas le droit d'être heureux quand on voyage, je sais pas. Ouais, non mais c'est une réponse qu'un enfant pourrait poser, t'es pas forcément obligé d'avoir de réponse, tu vois, il y en a un point il pourrait aussi poser pourquoi les magasins ils restent allumés alors que c'est fermé et que c'est la nuit mais il y a encore la lumière à l'intérieur alors qu'on dit ça c'est du marketing parce que tu passes devant et puis en plus la lumière appelle au regard, tu regardes, t'as envie de revenir le lendemain. Et est-ce que dans un monde où on dit qu'il y a l'écologie qui peut en couiller et tout, ça serait pas un des premiers moves, c'est de dire bon les gars tant pis si un passant passe devant à 3h du matin il verra pas, tant pis, tu vois ce que je veux dire, mais là tu penses pas à la croissance. Ouais t'as raison. La croissance c'est important. Pourquoi le monsieur il dort dans la rue? Parce qu'il est seul. Ouais, c'est de la solitude, tu crois? Ouais, moi franchement oui. Mais j'en avais déjà, enfin qui m'en avait parlé, je sais plus, mais ce côté effectivement, si tu vois un SDF, si tu peux lui donner une pièce, ça va vraiment l'aider, donc fais-le. Mais parle-lui, enfin si tu peux lui le regarder clairement dans les yeux et le faire sentir comme une personne, les quelques secondes que tu le regardes dans les yeux, je pense que tu l'aides plus. Ouais, parce que tu sais, nous on se dit tous, je pourrais pas finir SDF, je connais beaucoup trop de monde. Ouais, mais non, en fait, tu t'évites seul. Mais c'est ça, c'est la solitude. Ouais, t'as raison. C'est le fléau qui rend les gens malheureux. Pourquoi le monsieur il dit c'est le verre de trop celui-là et il le boit quand même? Parce qu'il est con et parce qu'il a soif. Ok. Pourquoi le monsieur qui sait faire de l'ordinateur il a un plus bel appartement que celui qui sait réparer les maisons? Parce qu'un ordinateur aujourd'hui il y a plus d'argent dedans que dans une maison, je sais même pas ce que je raconte. Ouais c'est chelou, non mais c'est des questions bêtes hein, mais tu vois c'est des enfants pourraient poser cette question je pense hein. Pourquoi bon allez encore deux. Pourquoi les gens ils vivent là où il y a plein de monde alors qu'ils seraient plus tranquilles là où va dans ta chambre. Non, c'est pas pourquoi les gens ils vivent dans les endroits où il y a plein de monde alors qu'il y a plein d'endroits où il y a personne et ils pourraient être très heureux dans ces endroits là tu vois. Parce que les gens ont besoin des gens. Ouais c'est vrai hein, parce que nous par exemple vivant dans un village de 1000 habitants à peu près, bah effectivement il y a ce côté de Paris, il y a un côté rassurant, enfin je crois que c'est Louis C.K. qui disait ça, le nombre de serial killers qu'on croise par jour sans le savoir, mais il y a un côté rassurant d'être avec plein de monde quoi. Ouais. Bon la dernière, pourquoi tu veux faire rire les gens? Parce que je suis vraiment trop fort dans ça. Je crois que c'est vrai, hein. Je crois que c'est ça la conclusion. C'est tellement prétentieux de finir sur ça. Parce que tu sais qu'au-delà de putain, je vais répondre sérieusement à une question de gosse, mais je me suis rendu compte il y a quelques jours, je te jure que c'est vrai, je me suis rendu compte que j'aime faire rire, mais c'est pas ce que je préfère. Okay. Ce que je préfère, c'est parler aux gens. J'aime tellement parler aux gens, mais tellement ça. Ouais, je comprends. Genre il y a 2 jours, on était dans un grec, et il y a une dame qui faisait la queue. Donc j'arrive derrière, je fais excusez-moi, vous avez commandé? Elle me dit oui. Et je fais et vous avez pris quoi? Et je commence à parler avec elle. Ouais, et c'était trop cool, tu sais. Et c'est ça, moi c'est mes journées. Je passe ma vie à me faire des nouveaux amis. Mais parce que je ne reverrai jamais. C'est des amis comme ça jetables. Mais c'est cool. Ça te rend fort sur scène, à mon avis. J'aime tellement parler aux gens. À comment les gens réagissent et tout. Et c'est ça. C'est même pas aimez-vous les uns les autres, c'est parlez-vous les uns les autres, bordel. Je crois